réfléchi à la manière de fabriquer cette table ronde, parce qu'il s'agit bien de fabriquer une table ronde. Ça ne s'improvise pas complètement. On a eu des échanges assez approfondis avec nos trois invités d'aujourd'hui pour arriver à cerner un sujet. Il y a un thème qui nous a paru assez évident dès le départ, qui a été de se dire on est dans un monde de plus en plus digital. Il y a de plus en plus, vous savez, de machins comme ça, là, qui d'ailleurs, il sonne, celui-là, il n'arrête pas de m'embêter. Le vôtre, j'imagine que c'est pareil. On est tous dans un flux d'informations de plus en plus important. On ne peut pas aller dans un lieu public sans être soumis à des affichages multiples et variés. Le métro, maintenant, fait même de la publicité sur des écrans dynamiques. Il y aura bientôt un lien avec les puces RFID de vos téléphones, d'ailleurs, dans tout ça, pour afficher de la pub ciblée quand vous passez. Tout ça est sur les rails, sans mauvais jeu de mots. Et sur le fond, on voit bien que le digital, il est partout. Et pour autant, on ressent tous un fort besoin d'humain. Et donc, il y a une sorte de contradiction, de paradoxe qui nous a semblé intéressante. Il y a de plus en plus d'informations disponibles, collectivement, individuellement, subies ou au choix. On est dans un flux constant. Et pour autant, on n'a jamais ressenti autant le besoin d'avoir un accompagnement, d'avoir des individus, des êtres vivants en face de soi, soit pour nous donner une information, soit pour nous accueillir, soit pour assurer une forme de sécurité, soit pour gérer du flux, etc. Et donc c'est cette situation un peu paradoxale qu'on a voulu un peu chercher à élucider à travers cette table ronde. De se dire à l'époque du tout digital, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur la valeur de l'humain dans les lieux de flux, dans les lieux d'échange. Et je pense que Itiremia était bien placé évidemment pour être l'organisateur et le parrain de cet événement. Donc on a aujourd'hui 3 personnes qui nous ont fait le plaisir d'accepter d'être là avec nous aujourd'hui. Et je vais les laisser se présenter eux-mêmes, d'ailleurs, avec le micro. En quelques mots, ils vont vous dire qui ils sont, et puis ensuite, on pourra lancer véritablement la table ronde. Donc, bonjour à tous. Je remercie Itiremia pour cette invitation. Je m'appelle Guillaume Mathieu, je viens du transport public. J'ai passé 10 ans chez Veolia et à la SNCF, où j'ai développé des services d'information voyageurs et de nouvelles mobilités. Depuis 3 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Citizen Mobility. Citizen Mobility, c'est quoi? La mission, c'est de faciliter et fluidifier la mobilité dans les villes en optimisant et en organisant les offres existantes. On ne rajoute pas de véhicules sur une voirie qui est déjà saturée. Et donc concrètement, on a créé 2 offres. Citizen Cab, qui est une offre de voitures avec chauffeur privatif ou partagé à destination des entreprises et des citoyens, et sa déclinaison pour les personnes âgées qui s'appelle Senior Mobilité. Voilà. Eric Deloche. Bonjour, donc Eric Deloche, Itiremia, je suis manager compte clé. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'évolue dans le monde des transports, et plus particulièrement sur ces 10 dernières années sur les services associés, et notamment dans l'accueil. Et enfin. Bonjour, Philippe Chussot. Alors je dirige en fait une société que j'ai créée il y a 1 an et demi, qui est une société d'ingénierie de conseil et de co-investissement. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait de l'accompagnement à l'innovation. Et éventuellement, on investit carrément auprès des industriels ou des partenaires qui sont des innovateurs. Et on traite des domaines qui sont évidemment la mobilité, le service, puisque j'ai quand même 25 ans d'expérience dans le transport en général, les transports collectifs en particulier. Et puis, on traite des sujets assez originaux. Ça va de la monnaie complémentaire, en passant par les éoliennes volantes, les dispositifs de covoiturage, ainsi que les modes d'accompagnement de développement en revenu sharing, qui sont des modèles industriels qui sont très très valorisants et qui ne sont pas franchement développés, déployés en France. Alors j'anime aussi un comité stratégique écomobilité pour le pôle de compétitivité Advanced City, qui est le pôle de compétitivité d'Île-de-France pour tout ce qui est Smart City, et qui embrasse évidemment toutes ces logiques de numérique, de services, services à la personne entre autres, et de mobilité évidemment. Ok, merci beaucoup. Donc 3 parcours de professionnels du secteur, mais avec des angles différents, et c'est ce qui va faire certainement la richesse du débat que nous allons avoir maintenant. On va commencer directement par une question qui nous met directement au cœur du sujet. Je le disais tout à l'heure en introduction, le monde se complexifie, on voit du numérique partout, mais on va commencer par une question un peu peut-être provocatrice pour vous, Monsieur Mathieu, pour commencer. Mais l'humain, il a vraiment encore sa place là-dedans, ou est-ce qu'il n'y en a plus besoin ? Non, alors je remercie à nouveau Itiremia parce que quand on m'a contacté pour participer à cette table ronde, j'ai trouvé la thématique particulièrement innovante.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on parle de numérique, et essentiellement numérique, que ce soit les politiques, les investisseurs, les fonds d'investissement et les entreprises. Tout ça pour évidemment plein de bonnes raisons. Et donc, ce que j'aurais envie de dire en premier, c'est que une entreprise, une organisation, c'est d'abord et avant tout des acteurs en relation. Voilà. Sans ça, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de projet, et donc il n'y a pas de numérique. Voilà. Donc, dans l'ordre, c'est pas le numérique qui tue l'humain, mais c'est grâce à l'humain qu'il y a du numérique. Et donc ça me semble être une donnée assez fondamentale en amont par rapport à ce qu'on vit, parce que le numérique est arrivé dans nos vies il y a peu de temps, et donc s'il n'y a pas d'un côté le numérique et de l'autre côté l'humain, je crois que les deux sont en train de commencer à cohabiter ensemble. Un des éléments fondamentaux, c'est que le numérique implique l'évolution de notre société et des business models, et donc l'arrivée de nouveaux acteurs. Donc on en voit énormément dans la mobilité, dans les créations d'offres de vélos libre-service, de voitures libre-service, dans la téléphonie avec Skype, dans la location de voitures entre particuliers, dans la location d'appartements entre particuliers avec Airbnb. Pour parler du transport, donc dans les taxis, dans les chauffeurs privés avec par exemple Hello ou Uber. Et donc en fait le numérique est en train de bouleverser les organisations, les modèles économiques, et donc les entreprises doivent s'adapter, mais c'est bien d'abord les entreprises qui sont des organisations avec des humains qui créent des outils numériques en tant qu'outils d'aide à la décision, et voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Réaction, commentaire? En fait, en t'écoutant, je me faisais la réflexion que souvent on oppose la jeunesse qui s'approprie mieux les dispositifs numériques aux anciens, aux vieux. Et c'est pas politiquement correct ce que je fais, mais je le fais exprès. La vraie question, c'est qu'en fait, on pense qu'il y a une manière d'isolement, on peut s'isoler en utilisant les outils numériques. En fait, la réponse est non. En fait, on se rend compte que, justement, où est-ce qu'on voit se créer des logiques de communauté, où est-ce qu'on voit se créer des logiques d'association, de partage, mais c'est justement au travers des dispositifs qui permettent en fait d'échanger mieux. Donc, je crois que la perception qu'on a, elle peut être négative. Est-ce que le numérique peut sembler être un facteur de nécrose? Mais en fait, on se rend compte qu'il est plutôt la fondation d'un certain nouveau mode de développement qu'on n'a pas, en fait, qu'on est juste en train de commencer à appréhender. Il est clairement créateur de liens et de liens sociaux. Donc on le voit avec tous les nouveaux business models de particulier à particulier, qui est probablement une des tendances de fond actuelles et pérennes de la société. Donc les nouveaux systèmes de particulier à particulier qui bypassent les systèmes centraux permettent donc de créer une relation directe de particulier à particulier. Et donc là, le numérique est clairement au service de l'humain pour recréer du lien social et de la relation entre les hommes et les femmes. Question pour Eric, du coup, à travers tout ça. Quand tu vas rencontrer des clients ou des prospects dans ton métier, ils ont conscience de cette nécessité d'avoir de l'humain au centre, ou est-ce que tu as besoin de convaincre lourdement sur le fait que, attention, le tout numérique ne peut pas forcément être une solution? Non, moi c'est pas le sentiment que j'ai. Je pense que il y a effectivement cette notion. L'autre jour, je lisais c'était une sorte de statistique sur, savez-vous combien de personnes, quand bien même toute la technologie est à leur disposition, redemandent à quelqu'un lorsqu'ils sont sur un itinéraire inhabituel pour eux. Et en fait, 64% des gens disaient qu'ils appelaient, en fait, ils voulaient se réassurer auprès d'un passant ou d'un agent d'accueil. Et je pense que les clients, c'est un peu pareil, en fait. La présence d'humanisation sur des lieux de transport, d'intermodalité, pour eux, ça reste quand même sensé. D'accord. On en est où sur les algorithmes magiques? Moi, je me souviens d'avoir lu des choses il y a 10 ou 15 ans, où on disait qu'avec les systèmes experts, d'abord ça a commencé par les L4G il y a 20 ou 25 ans, langage 4e génération qui permettait c'était les ancêtres des systèmes experts. Après on a parlé de systèmes experts, puis après on a parlé d'intelligence artificielle. Maintenant on parle d'algorithmes magiques qui permettraient en fin de compte de reproduire, parfois en logique floue, une capacité à remplacer l'humain véritablement. On en parlait, je crois, c'était avec vous, Monsieur Mathieu, quand on a préparé cette conférence, mais peu importe qui répond d'ailleurs à la question, mais l'algo magique, on en est loin, et est-ce qu'il existe cet algorithme génial qui permettrait de rentrer
on parle beaucoup de big data aussi en ce moment, c'est toute cette masse d'informations, permettrait de faire rentrer tout ça dans une machine géniale qui permettrait d'avoir la vie avec un grand A. Alors, ma perception et mon opinion, C'est ça qui est important, je n'y ouais. crois pas une seconde. C'est qu'en Ouais. fait, je ne crois pas du tout à la capacité de remplacer l'homme. Déjà, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Par contre, ce que je crois, pour frayer, pour cohabiter avec des mathématiciens qui sont plutôt des experts en développement d'outils et de logiciels pour faire de l'aide à la décision, je pense qu'il y a un énorme chantier justement dans cette dimension. En fait, la question, c'est pas tellement d'arriver à trouver la solution, le logiciel qui va nous permettre demain de remplacer le cerveau. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de donner les bons outils, les bons modèles, d'accéder à la bonne donnée pour faciliter la prise de décision, pour prendre la bonne décision. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on déploie quelques services, que ce soit nouveaux dans une ville, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, on n'avait pas tellement le souci de l'impact systémique de ce qu'on déployait dans la ville. On constate un peu trop tard de l'effet pervers qu'on a mis en place. Exemple tout simple, si je veux demain favoriser le déplacement piéton dans la ville, ce que veut faire, je crois, Strasbourg, pour ne citer que celle-ci, je crois que la difficulté, elle est énorme, tout simplement parce qu'en fait, on se heurte à des modifications d'infrastructures, et là, on sent bien que les choix passés ont un impact très lourd sur les valeurs ajoutées qu'on pourrait espérer mettre en place maintenant. Donc en fait, là, je crois qu'on progresse très très bien aujourd'hui sur ces systèmes d'aide à la décision. Je pense qu'on renforce beaucoup les capacités de gestion, d'organisation, de pilotage, de collectivités locales, etc. Et c'est probablement là-dessus qu'il y a plus à attendre que de... Comment vous appelez ça L'algorithme magique. L'algorithme magique, c'est ça, qui porte bien son nom. Ouais. Bah, la magie, c'est un côté attirant. Dès qu'on dit magique, on a les yeux qui brillent. D'autres avis, d'autres avis là-dessus? L'impact systémique, ça me semble une donnée très, très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, avec nettement moins de numérique, quand il se passait un événement à l'autre bout du monde, à Pékin, on avait le temps de le voir venir et de l'intégrer dans nos processus, enfin, en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, il faut l'intégrer tout de suite dans nos processus parce qu'il arrive automatiquement ici. Et donc, il y a par rapport à l'environnement et au contexte systémique, il y a un impact assez fondamental du numérique. Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Eric sur le besoin d'humain. Et nous, on le rencontre depuis, enfin, je le vois depuis 15 ans dans les centres de relations clients dédiés à la mobilité. Dès qu'on est sur de l'information en gros standard, il y a des algorithmes très très bien, il y a des algorithmes très puissants, Google et d'autres en font des tonnes, qui permettent d'avoir l'information. Dès qu'on est sur de l'information spécifique, où il y a besoin de compléments d'information, où il y a besoin de réassurance, où il y a besoin de répondre à des besoins spécifiques de personnes, on a besoin d'humains, quoi. Eric? Ben moi, je peux que approuver. C'est de l'eau pour ton moulin, effectivement. Et le numérique, alors c'est l'humain qui crée le numérique, et en créant du numérique, recrée des besoins en termes de ressources humaines. C'est-à-dire un autre exemple, Google Coordinate, qui est une application qui permet de mettre en relation un centre de relations clients et des chauffeurs pour faire du dispatching. Donc c'est un outil de Google, il ne suffit pas de le prendre et de l'utiliser, il faut le prendre, il faut le paramétrer, il faut le customiser, il faut l'intégrer, donc il faut des ingénieurs pour faire tout ça. Et puis ensuite, il faut des conseillers en mobilité, des opérateurs pour piloter la relation entre les transporteurs, entre les citoyens, en utilisant cet algorithme. Donc l'algorithme est bien un outil d'aide à la décision, piloté par des humains et pas l'inverse, quoi. Ouais, en vous écoutant, ça me donne une idée, c'est que c'est comme si en fait à chaque fois qu'on rajoutait une couche de compétences sur l'outil, sur l'automatisme, ben, on repoussait encore plus loin la limite de l'attente du bénéficiaire final et qu'il y aurait toujours besoin d'une sorte de clé de voûte qui serait l'humain, quelle que soit la taille de la voûte, quelle que soit sa puissance, on a toujours besoin d'une sorte de clé de voûte finale qui est une sorte d'humain inévitable, incontournable et finalement jamais éliminable. Je pense que très souvent, très souvent c'est ce cas-là. Je pense qu'en plus de ça, l'humain a besoin d'humain. Quand il y a trop de numérique, on voit le besoin de retrouver un contact physique et verbal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Enfin, c'est les grands spécialistes de la relation client, en tout cas, qui disent ça. Nous, c'est ce qu'on voit dans nos centres de relations clients. Pour le grand public, il y a 30% de demandes par téléphone. Les gens ne veulent pas utiliser que du numérique. Pour les personnes âgées, c'est 98%. Donc il y a un besoin de contact humain. Donc ça, c'est vraiment la réalité, quoi.
moi, j'ai l'impression que déjà que l'animal social que nous sommes, on vit pas sans les autres et on vit mal si on est trop les uns sur les autres. Et ce que je crois plutôt, c'est que le numérique, à mon avis, ça permet de se poser de se poser de nouvelles questions, en fait, d'avoir de nouvelles ambitions. En fait, aujourd'hui, à partir du moment où on sait résoudre de manière très facile, avec une aisance démesurée, des problèmes qui étaient insurmontables hier, à partir du moment où on sait résoudre ces questions-là, on peut s'autoriser à se poser d'autres questions. En fait, on aborde le besoin différemment. On exprime un besoin qui n'existait pas. Et c'est bien la vraie question. Je crois que, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais ce qui se passe dans les zones urbaines, autour notamment des communautés, des collectivités qui sont animées par les réseaux sociaux, etc. Ce qui se passe dans les zones rurales, où là, par contre, on a plutôt une atomisation des personnes qui vont chercher à se rapprocher les unes des autres. Dans les deux cas, les moyens qui vont être mis en œuvre pour traiter le problème, et donc se rencontrer et cohabiter, travailler ensemble, etc., se divertir, c'est le numérique. Donc en fait, on est plutôt sur un marchepied supplémentaire qui permet de faciliter la vie, plutôt qu'un handicap et qu'une menace, je dirais, de suprasystème qui va nous dépasser demain, quoi. Ça arrivera peut-être, mais je ne le sens pas tout de suite. Ouais, le golem de Prague et Frankenstein, c'est pas encore pour demain tout à fait, quoi. Tout à fait, mais on parlera peut-être un peu de prospective. On y reviendra évidemment. Oui, allez-y. Juste par rapport à votre remarque, je pense que souvent le numérique crée de l'humain parce qu'on a besoin de plus en plus d'humains. En tout cas, c'est le cas moi dans mes activités, c'est le cas souvent dans les activités de transport. Parfois, le numérique permet de mettre en relation des millions de personnes. Par exemple, Blablacar dans le covoiturage met en relation 5 millions de citoyens français pour permettre de se déplacer, mais il y a besoin d'une toute petite équipe de 20 ou 30 personnes pour gérer l'ensemble. Donc il y a deux types de numérique, quoi. Comment ça se passe à l'étranger? Moi, je voulais vous faire part d'une expérience perso. Je suis allé au Japon il y a 2 ans et j'ai été stupéfait par le nombre de personnes qui sont dans les lieux d'accueil, qui sont dans les lieux d'orientation par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe. Je voyage beaucoup en Europe, mais au Japon, c'est stupéfiant. Je ne sais pas si certains dans la salle ou ici ont fait cette expérience-là, mais en tout cas, il y a une présence de l'humain qui est extrêmement forte. Donc, comme s'il y avait une sorte de facteur culturel aussi. Des sociétés, des civilisations qui seraient peut-être plus tournées vers un peu plus d'humains spontanément au nom de je ne sais quelle valeur d'ailleurs parce que je ne sais pas forcément les qualifier, et d'autres qui seraient plus technophiles. Est-ce que vous avez à peu près ce genre de réflexion aussi, et on situerait la France où dans ce spectre-là du coup? À mon avis, il y a 2 éléments essentiels. Bon, déjà, on peut observer que les populations asiatiques sont beaucoup plus, je dirais, sensibles à l'innovation et s'approprient beaucoup plus rapidement que nous autres Européens l'innovation. Et les plus ringards, en termes d'appropriation d'innovation industrielle, je suis un peu cash, mais ce que j'ai observé notamment dans le monde du transport et pour avoir travaillé dans le monde du matériel roulant, et là on a fait une comparaison, mais vraiment in situ, c'est qu'on était très sur toutes les innovations, mais vraiment avant-gardistes, vraiment risquées et qui marchaient pas bien en Asie. On était sur du semi-éprouvé en Europe et on était sur de l'ultra-éprouvé graisseur des cieux en Amérique. Ce qui est étonnant, alors que l'innovation déboule souvent par les USA. Et le deuxième point, à mon avis, qui est important, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que l'individu recherche le confort. Et je crois que si on devait comparer pourquoi est-ce qu'on a peut-être plus de capacité à s'assembler, à vivre ensemble à certains endroits, en Asie en particulier, au Japon en particulier, peut-être plus que chez nous, c'est aussi parce que justement en termes de services, on a peut-être mieux compris ce que recherchait l'individu et que ce que j'évoquais tout à l'heure, la manière dont on est assemblé et l'environnement dans lequel on évolue est extrêmement important. Et l'exemple, j'ai découvert après une mise en service depuis un certain temps l'aménagement par exemple, de la gare de Saint-Lazare. J'étais impressionné par rapport à la différence d'ambiance et le nombre d'individus qui y passaient du temps par rapport à ce que ça pouvait être dans l'organisation et l'état dans lequel la gare était avant. Donc cette notion de confort permet quand même de créer la relation permet de créer le service, et si effectivement l'individu ne se sent pas à l'aise, il va pas cohabiter, il va pas stagner, il va pas prendre son temps, il va pas se sentir bien, et il consommera pas, etc. Oui, ça m'avait frappé ça, de voir au Japon, qui est le pays le plus digitalisé du monde, des gens qui avaient des smartphones il y a 2 ans qui sont plus puissants que ceux qu'on a aujourd'hui, en tout cas qui en ont un usage en tout cas. Ce n'est pas les appareils qui étaient plus puissants, en tout cas les gens ont un usage total
de leur appareil, et pour autant voir encore plus d'humains. Il y a une sorte de paradoxe intéressant. On a encore plus d'informations, mais on veut encore plus d'humains. Ou de maturité par rapport au numérique, qui est peut-être Oui. arrivé plus tôt. Oui, Et donc, voilà, on voit les jeunes hein, qui sont nés avec le numérique, qui vivent un peu différemment, quoi. Ils ne le segmentent pas, quoi. Ils vivent avec le numérique, quoi. Il n'y a pas eu une vie à distance et puis une vie réelle. ouais, ça pose une vraie question d'ailleurs par rapport aux jeunes aujourd'hui. La caricature du jeune génération Y avec son casque sur les oreilles qui parle à personne et qui ne fait qu'écouter ce qui se passe dans son casque et regarder son écran. Finalement, oui, non. Eric ? Bah, nous, quand on a démarré le concept d'accueil mobile à la naissance, au milieu des années 90, on était parti sur convivialiser les espaces intermodaux. Et c'était pour rebondir un petit peu à ce que disait Philippe, hein, c'est rendre plus humain des lieux où en fait chacun ne vit pas forcément ensemble. Et après, il y a les notions d'éducation et de mieux vivre ensemble, de réapprendre aussi la pratique du transport en commun. Sur les jeunes ? Sur les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a une perception d'individus qui s'isolent, qui passent énormément de temps penchés sur leurs interfaces, leurs tablettes et leurs smartphones, comme s'ils étaient hors sol, ils vivaient hors sol dans leur monde. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ils créent plus de liens avec plus de monde, je dirais instantanément, que vous allez en créer vous dans votre semaine, quoi. Donc c'est ça qui est impressionnant. Donc en fait, on n'est pas sur la même échelle de mesure. En fait, on voit pas avec les bons prismes, on n'a pas les bons critères. Et donc c'est vraiment alors c'est toujours pareil, hein, c'est un peu le problème de génération. Je crois que si on se met à faire de la comparaison, on va pas s'arrêter. Par contre, on peut anticiper ce qui va se passer après. C'est une autre on y question. reviendra tout à l'heure, évidemment. Les jeunes utilisent le numérique pour créer du lien, quoi, pour rencontrer les gens, pas pour s'isoler, quoi. L'isolement, il est ponctuel parce qu'on fait les choses à distance, mais les choses à distance, c'est d'aller louer une voiture, c'est d'aller louer un appartement, c'est d'aller rencontrer quelqu'un au Brésil qui va nous héberger chez soi, etc. Le numérique est vraiment au service de la création de liens sociaux, et je crois qu'il y a quelque chose d'important là, qui est en train de se passer. Pour autant, moi, ce qui me frappe quand je prends le train, c'est qu'on est tous sur nos babasses là, et on se parle pas, quoi. On se voit même pas. Enfin, moi, j'ai fait des voyages de longue durée. J'ai découvert la tête de mon voisin parce que je lui ai marché sur les pieds en sortant du train. Donc c'est vraiment un vrai. Il y a des idées d'offres là. Hein, c'est une vraie question. Alors que le potentiel de communication de chacun, à mon avis, il est énorme. Et donc après, il y a peut-être alors là, je dirais ça, c'est du boulot pour Eric. Ça, faut animer le sujet, quoi. C'est peut-être une autre question. On est vraiment sur la gestion de l'espace. L'environnement dans lequel la population, le groupe de personnes auxquelles on s'intéresse évolue. Je crois que c'est plutôt là-dessus que je travaillerai. Oui, ça fait un axe intéressant parce qu'on pourrait se dire aussi, on fait de l'accueil mobile aujourd'hui physique, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui soit dédié dans la gare physiquement présent et qui fasse une sorte de guidage live sans qu'on ait besoin de se parler forcément. Je prendrai mon téléphone, je taperai quelque chose dessus, il y aura un gars qui répondrait. Physiquement, ce ne serait pas un système expert. Il s'appuierait sur une banque de données pour dire je vous ai géolocalisé au mètre près grâce à votre système, vous m'avez autorisé et votre puce RFID à vous localiser. Vous êtes là, vous devriez prendre à droite. Non, tournez la tête de l'autre côté parce que la caméra vous a chopé. Tournez par là. Oui, c'est ça. Allez, continuez, c'est bon. Tout ça sans dire un mot et uniquement à l'écran. Ouais. Alors, ceci dit, je pense qu'on peut faire beaucoup plus simple. Quand allez à Marseille en IDTGV en train normal, train classique. L'avantage de l'IDTGV, alors je ne sais pas si ça marche encore cette histoire, oui, d'accord. Oui, donc oui. c'est que. Ouh là là, attention, ça marche très bien même. Ah bon? Parfait, on va en parler. Non, ce que je voulais souligner, c'est que ce qui est intéressant, pourquoi c'est pas désagréable de prendre l'IDTGV, c'est justement que l'ambiance est différente et qu'en fait le lien qui manque. Là où effectivement chacun s'isole sur sa tablette dans un train classique, et bien ce lien en fait il est rompu. Parce que le type de population qu'on a assemblé pour un voyage dans l'IDTGV, il est différent. Moi, quand je prends l'IDTGV avec le môme de 3 ans, je pense qu'on est très vite le centre d'intérêt du wagon. Et c'est ça qui fait un peu la différence, c'est qu'il y a un élément humain qui est mis en scène qui crée une convivialité. Alors certes, c'est peut-être pas idéal, mais c'est mieux que rien. Et puis on a le choix entre Zen et Zap. Alors Zen, moi je prenais Zen pour être tranquille, mais avec le môme. Donc en fait, c'est pas Zen du tout. Ça vous vous faites virer, on vous bascule en Zap. Non, j'ai pas été viré. C'est ça. Ouais. Sur cette génération Y, finalement, elle a quand même. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que
elle a toutes les apparences finalement de l'isolement et de la non-communication, alors qu'elle est hyper communicante et bien plus que la génération précédente. Finalement, c'est ça votre point de vue à tous les trois, grosso modo. Ouais. Et puis on voit les applications qui sont en train d'émerger, qui permettent de mettre en relation des personnes dans une même salle. Enfin, c'est surtout utilisé dans des bars, des restaurants ou des boîtes de nuit, qui permet de voir quelle personne est disponible, etc., pour mettre en relation beaucoup plus facilement deux individus qui voudraient se rencontrer, quoi. Je crois que la RATP avait fait une ancienne expérimentation là-dessus aussi. RATP, Air France, il y en a eu plusieurs aussi. Il y a 2 ans, un truc comme ça, j'ai vu passer ça, effectivement. Ok, donc bon, l'humain, il est là pour un bout de temps, j'ai l'impression, avec des modes différents. En revanche, ce que je suis en train de dire, c'est que les modalités changent, mais en tout cas, l'humain, il reste de toute façon clé de voûte du modèle d'information, du modèle d'échange.